je pense qu'ils sont encore dans l'agriculture à papa, quoi. Je pense qu'il faut aller vers un autre modèle maintenant. On voit bien le changement climatique tous les jours. C'est déjà trop tard, mais faisons ce qui est possible de faire. Il faut repenser le système autrement. Elle, c'est Gaëlle Delacour. Elle est éleveuse bio en Seine-et-Marne et aujourd'hui, elle s'est absentée quelques heures de sa ferme pour venir parler de son métier avec nous. Parce que nous, à Enter, on parle d'Europe. Et quelle thématique européenne qu'est l'agriculture. Si on rajoute à ça l'actu assez dense qu'il y a eu sur le sujet, avec Camille, on a pas mal de questions à lui poser. Du genre, qu'est-ce que c'est être agricultrice aujourd'hui ? Est-ce que c'est possible de travailler de façon durable sans vendre trop cher ? Et est-ce que les politiques européennes sont favorables à l'heure du réchauffement climatique ? Moi, c'est Alice. Bienvenue dans Studio E, le podcast d'Enter. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Bonjour. Alors tu es agricultrice, mais ça n'a pas toujours été ton métier, c'est une reconversion. Qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce qui t'a attirée dans ce nouveau métier ? Oui. En fait, avant, j'étais ingénieure dans l'industrie automobile. Donc, je passais mon temps en fait, derrière un ordinateur à faire des réunions. Je m'ennuyais un petit peu, pour être claire. Et quand mon beau-père, en 2019, il a annoncé qu'il allait prendre sa retraite d'ici quelques années, je me suis dit que c'était vraiment trop dommage de laisser la ferme partir, en fait. Enfin, ça m'a fait mal au cœur. Donc, comme je m'ennuyais dans mon métier, je me suis dit, allez, j'y vais. On change de vie parce que j'emmène ma famille aussi avec moi et on y va. Et mon conjoint, il a dit oui, c'est fait pour toi en fait. Alors ce qui m'a attirée dans ce nouveau métier, c'est vraiment de me sentir utile, de faire quelque chose en rapport avec la nature au fil des saisons. Et oui, le côté être ma propre patronne, en fait, décider pour moi aussi, je trouvais ça... j'avais besoin de ça en fait. J'avais besoin de décider pour moi-même. Et qu'est-ce qui t'a attirée vraiment particulièrement dans cette ferme que tu as maintenant ? Déjà, un terrain accessible, le foncier, clairement, c'est très compliqué d'accéder à du foncier. Et là, en fait, c'était servi sur un plateau, c'était royal. Et je reprenais une ferme aussi qui était céréalière à la base, qui était vraiment en bonne forme financière. Donc voilà, je partais pas avec des dettes ou avec des dettes ou avec des problèmes dès le départ. Donc ça, c'était... Et du matériel qui était bien aussi. Donc c'était vraiment... Parce que sinon, quand on est jeune ou pas jeune d'ailleurs et qu'on veut se lancer dans l'agriculture, c'est assez compliqué pour trouver un terrain. Oui, c'est très compliqué de trouver un terrain, et de trouver une ferme à reprendre et de trouver du matériel. Tout ça coûte très cher. Il y a pas mal d'aides quand même, surtout en Île-de-France. La région soutient vraiment l'installation des jeunes agriculteurs. Mais c'est vrai que... même administrativement, c'est très lourd. Il y a beaucoup de dossiers à monter. Il faut vraiment en vouloir, quoi. Oui, on ne peut pas juste acheter une paire de bottes et un tracteur et se lancer. C'est pas suffisant, oui. Et pour te former, comment tu as fait ? En fait, j'ai fait un bac pro. Du coup, j'ai repassé un bac pro. Donc, je l'ai fait à distance. Je ne me voyais pas retourner au lycée à 30 ans. Pourquoi pas ? Non. Non, je ne me voyais pas faire ça, donc j'ai repassé un bac pro à distance. C'est par un organisme public, le CNPR. Donc j'ai reçu mes 15 kilos de cours un jour dans un colis. Ça m'a fait bizarre de me relancer dans des études, d'avoir une carte d'étudiante, mais j'ai adoré cette année de transition en fait, où j'avais arrêté de travailler et je me consacrais en fait pleinement à mes études. Donc j'étais la moitié du temps en stage, la moitié du temps je travaillais sur mes cours, voilà. Et c'était vraiment très différent de ce que tu faisais avant dans ton ancien métier, j'imagine. Oui, j'ai appris des tas de choses. J'ai trouvé ça passionnant et j'ai pas regretté cette année où c'était vraiment entre les deux en fait. Je faisais toujours du bureau, mais c'était pour des études. Et oui, c'était vraiment passionnant. Et je me suis demandé mais pourquoi j'ai pas fait ça avant en fait. Bon, le hasard de la vie a fait que tu as quand même pu faire ce métier. Ta ferme maintenant, elle ressemble à quoi ? Alors c'est une ferme toujours céréalière, donc en bio. Ça veut dire qu'on fait aucun traitement dans les champs et tout ce qu'on fait comme désherbage, c'est du désherbage mécanique. Donc on passe des outils. On passe des outils derrière le tracteur pour nettoyer entre les rangs, pour que les cultures en fait elles profitent au maximum et que ce soit pas les mauvaises herbes qui profitent de tout ce qu'il y a dans le sol, quoi. Et je suis en non-labour aussi, donc mon beau-père était déjà en non-labour depuis une 20aine d'années.
Qu'est-ce Donc que ça veut dire ça, le ça veut non-labour? dire en fait on passe que des outils qui vont pas aller trop profondément dans le sol et qui vont pas altérer en fait la vie du sol. En tout cas moins qu'un labour qui fait retourner sur allez, 10, 15, 20 centimètres, quoi. Ça nuit à toute possibilité de vie dans le sol, et alors qu'on sait que le sol est Oui, riche en pas toute biodiversité. possibilité, mais c'est vrai que ça détruit de la biodiversité présente dans le sol. Donc moi, je mets un point d'honneur à poursuivre son travail de non-labour. Donc voilà. D'accord, donc le non-labour, ça, lui, il avait déjà Oui, commencé il ça avait déjà depuis plusieurs commencé. années. Mm. Et toi, ensuite, tu as voulu être en bio, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors Donc, que lui, il n'était pas forcément? non, il n'était pas en bio. Je lui avais posé la question parce que je suis un peu écolo sur les bords depuis longtemps. Donc bien sûr, à Noël, chaque année, ça retombait, le sujet retombait à table. Il Euh, répondait quoi à ce Et moment-là? il répondait que lui, s'il se passait du glyphosate, en gros, il fallait travailler beaucoup plus dans les champs et donc consommer beaucoup plus de gasoil. Donc voilà, c'est un peu, on peut pas tout avoir C'était un malheureusement. calcul de coût, en fait. Oui, et puis de temps passé aussi. Je pense qu'il, voilà, en approchant de la retraite, il avait peut-être pas envie, il avait Bien peut-être sûr. envie de profiter et pas de passer sa vie dans son tracteur. Je pense que c'était ça aussi qu'il trouvait intéressant. Mais après, donc c'est lui qui a entamé la conversion des terres en bio. Donc ça met 3 ans. Donc comme ça, quand moi j'ai repris vraiment la ferme et ma première récolte l'année dernière, elle était 100% bio en fait. Donc ça, c'était vraiment sympa de sa part de faire ça pour moi. Et en plus, ça lui a plu. Le fait de tout remettre en jeu, de repartir, de plus regarder comment les plantes évoluent, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va passer comme outil, parce que du coup, comme on est passé en bio, il a fallu racheter des outils parce que voilà, il n'avait pas besoin de tout ça avant. Mais du coup, oui, ça l'a reboosté, entre guillemets. Et en fait, il m'a dit qu'il avait regretté de pas l'avoir fait avant parce qu'il trouvait ça passionnant, en fait. Ah, donc, à quelques années de la retraite, tu Ouais, lui as redonné une petite Ouais, énergie. une belle fin de carrière. ouais, je pense que... Et en plus des céréales, tu as aussi des animaux? Oui, donc ça, c'est moi qui ai créé l'élevage. En fait, quand on est en bio, en tout cas dans ma philosophie d'être en bio, l'objectif, c'est d'être autonome le plus possible. Ça veut dire de fertiliser les sols. On est obligé de les fertiliser pour maintenir une certaine vie dedans, parce que forcément, on récolte des choses, ça veut dire on exporte des choses du sol. Donc si on veut remettre de la vie dans le sol, il faut apporter de la matière. Et en bio, il faut apporter de la matière organique. Donc la matière organique, d'où est-ce qu'elle vient? Elle vient d'un élevage. Donc pourquoi ne pas remettre de l'élevage comme étaient les fermes il y a 50, 60 ans, quoi. Donc Oui, voilà. c'est l'inverse des monocultures, en fait. Tu essayes Oui. d'avoir plein de choses qui se répondent un peu les Oui, unes les c'est autres. ça. Et même dans les champs, en fait, je fais plein de cultures différentes pour, pour nourrir le sol, en fait. Il y a des cultures qui fixent l'azote qui sont très intéressantes pour les cultures suivantes. Enfin voilà, c'est toute une réflexion. Qu'est-ce que je vais faire dans tel champ parce que j'ai semé ça l'année dernière, ça a bien marché, mais qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine pour que ça marche bien et optimiser en fait. Enfin, c'est vraiment une réflexion intellectuelle que je trouve vraiment passionnante et en plus de ça, je trouve que enfin, malheureusement et heureusement, on dépend de la météo, mais du coup, la météo remet tout en jeu, mais chaque jour. Beaucoup de suspense Ah oui, dans ton métier. oui, beaucoup de suspense, et c'est ça qui est... moi, je trouve ça passionnant. Alors, des fois, c'est vrai, c'est démoralisant, hein. Quand on a eu un hiver comme celui-ci, c'est très compliqué pour le moral, mais en même temps, je trouve que ça laisse des possibilités, mais c'est... Moi, je trouve ça fabuleux, en fait. Et toute cette réflexion-là, tu l'as eue déjà quand tu étais en formation? Enfin, c'est des choses Oui. qu'on apprend aux jeunes agriculteurs, ou c'est toi qui les as eues par la suite? Alors, la réflexion, oui, on apprend des bribes. Je trouve que moi, j'ai trouvé que c'était pas assez centré sur le bio. On parle beaucoup de produits phytosanitaires, de fongicides. Moi, ça m'intéressait pas du tout. Franchement, j'ai parcouru les livres sans m'y intéresser vraiment, et pour moi, c'est le passé, tout ça. Mais parce que je suis en bio et parce que je suis en non-labour. Oui, mais donc tu as dû te former ensuite par toi-même sur toutes ces questions qui t'intéressent pour mon être beau-père à jour. est très, très pointu sur le sujet. Donc, en fait, il est toujours d'une aide précieuse. Il est en retraite. Mm. Mais quand j'ai besoin de conseils, il est toujours là et il me guide quand même, quoi. Même si c'est moi, au final, qui prends la décision. J'ai ma petite idée en tête, mais je vais quand même lui demander ce qu'il en pense pour être sûr de ne pas faire de bêtises, parce que les cycles de production pour une culture, c'est 1 an. Donc si je me loupe, en gros, pendant 1 an, tous les jours, je vais passer à côté de mon champ et je vais me dire, j'ai loupé.
c'est déprimant, quoi. Donc autant essayer de mettre toutes les chances de son côté. Oui, et puis il a l'expérience Oui, aussi c'est ça. derrière lui. Ouais. Et donc une journée de travail, bon, j'imagine qu'il n'y a pas de journée type, vu que c'est en fonction des saisons, de la météo, mais Oui. tu dirais que tu travailles combien d'heures par jour et une journée type, ça ressemblerait plus ou moins à quoi? Alors, de temps de travail, je pense que je suis à peu près, on va dire en moyenne, hein, glissée sur l'année, peut-être 9-10 heures par jour. Et une journée type, on va dire que ça commence je vais commencer par aller voir mes animaux. Là, comme en ce moment, il y a une partie des animaux qui sont en bergerie, il y a une partie qui est dehors, donc je fais le tour de tout le monde, je vérifie que tout le monde va bien, que tout le monde a de l'eau, que tout le monde, enfin voilà, que personne s'est sauvé, parce que des fois, les brebis, elles se sauvent. Ça arrive rarement, elles sont sympas, les miennes, mais ça peut arriver. Et après, souvent, quand il fait beau, je pars dans les champs, donc ça peut être, je vais partir faire du foin, donc pour nourrir les animaux l'hiver, en bergerie. Ou bien je vais travailler dans les champs, donc soit je vais semer, soit on va préparer la terre pour le semis, donc ça veut dire bien nettoyer, essayer qu'il y ait le moins de mauvaises herbes possible. Et comme système de vente, qu'est-ce que tu as choisi? Est-ce que tu vends à une coopérative, tu vends en direct? Et qu'est-ce que tu vends peut-être aussi? Oui, donc ce que je vends, c'est de la viande d'agneau bio, donc ça, je vends une partie en direct. J'aime bien vendre en direct, le contact avec les clients, expliquer ce que je fais. Même les clients sont très curieux en fait, parce que je suis dans une zone en fait sud Seine-et-Marne où il y a quasiment plus d'élevage. Et du coup, les clients qui viennent, forcément, c'est des locaux. Donc en fait, ils viennent parce qu'ils ont vu les moutons dans la plaine en fait, et ça les attire. Et on discute beaucoup autour de ça. Donc ils trouvent ça très sympa. Et je trouve que ça crée du lien en fait d'avoir remis des animaux. À un endroit où il n'y en avait plus, ça recrée vraiment du lien avec les voisins, parce que finalement les voisins en fait ils savent pas forcément ce qui se passe dans une ferme céréalière, et là en fait on se voit, oui, comme je vais voir mes animaux, les voisins ils promènent leurs chiens, on discute, donc voilà, donc mon agneau, ma viande d'agneau bio, je la vends en partie en direct, je la vends en partie en coopérative aussi. Et pour les céréales, donc la majeure partie part en coopérative, hein, malheureusement. Donc là, c'est un peu triste parce que du coup, je veux dire, les prix, je maîtrise rien du tout. Oui, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu le fonctionnement d'une coopérative? Donc, oui, une De coopérative. ton côté, en tout cas. Oui. En fait, la coopérative, elle récolte. On vend soit la viande d'agneau, soit les céréales en coopérative, et c'est eux qui fixent le prix de vente. Donc je suis pas sûre que ce soit trop légal au vu de la loi Egalim, mais bon. Toi, t'as pas ton mot à dire. Non. Voilà, t'as ta production et je sais même pas à quel prix je vais la vendre en plus, parce que dans la coopérative pour les céréales, par exemple, en bio, ils s'en occupent pas trop du bio. C'est un peu c'est un peu la cinquième roue de la charrette. Et du tracteur, voilà. Et en fait, je sais même pas à quel prix je vends, parce que quand j'engage ma récolte, ça va être payé l'année d'après, mais ça va être payé à un prix moyen, donc c'est même pas les prix marché comme en conventionnel. Donc c'est pas moi qui décide à quel moment je vais vendre, non, c'est eux. Au bout d'un an, ils disent voilà, en fait, ça vaut tant. Et voilà, donc c'est clairement, je pense qu'il y a des choses. Le tournesol, par exemple, l'année dernière, c'était vendu à un bon prix. Ça s'est carrément, ça a carrément dégringolé. Et cette année, quand j'ai vu combien ils me le prenaient, je suis même pas sûre que ça paye. J'ai pas fait le calcul, mais je suis même pas sûre que ça paye tous les désherbages mécaniques que j'ai fait et qui ont consommé et mon temps de travail et du gasoil, quoi. Et donc toi, tu peux pas te faire un budget ou savoir quoi planter pour non, pour du être coup, bien le rémunéré. but, c'est de pas mettre tous les œufs dans le même panier et de faire plein de cultures différentes pour. Alors, avec ce qui est possible dans mes terres, hein, parce que mes terres sont pas irriguées de toute façon. Je pense que. Je suis en bio, je me dis, l'eau, en fait, c'est une ressource qui est commune à tous, donc je me verrais pas arroser mes champs, par exemple. Mais bon, c'est propre à chacun, et je suis dans une zone de toute façon où on fait pas ça, donc. On parlait de tes clients, et comme on est tous et toutes des potentiels clients parce qu'on a besoin de se nourrir, nous, on est descendus dans les rues de Paris pour demander aux Parisiennes et aux Parisiens ce qu'ils pensent de ton métier, ce qu'ils pensent du métier d'agriculteur. Et donc, on te propose de regarder la vidéo et de réagir après, si ça te va. Oui, ok. À ton avis, quel pourcentage de la population française travaille dans l'agriculture? 15%, je dirais, je sais pas du tout. Je sais pas, un bon 40%, je pense. J'aurais 30%, 30, 40, non? J'aurais tendance à dire pas tant que ça, je vais dire 10%.
Encore moins. Encore moins? 5%? Encore moins. 3%? 2,3%. Et toi, personnellement, qu'est-ce que tu penses du métier d'agriculteur? Du métier d'agriculteur, bah, je dirais que ça recouvre pas mal de situations différentes parce que c'est totalement différent entre je sais pas, un grand exploitant de blé dans la Beauce et je sais pas, un agriculteur de petits pois qui fait une agriculture beaucoup plus localisée. Donc en fait, je pense qu'il n'y a pas un agriculteur, un portrait type d'agriculteur. On peut pas être agriculteur, j'ai un petit peu honte parce que je suis pas du tout dans son domaine. J'ai beaucoup d'amis qui aussi se lancent dedans à mon âge, donc assez plutôt positif. Je suis assez conscient, je pense, sans vraiment trop connaître, c'est vrai, des risques, du poids des gros syndicats et du lobby agroalimentaire en tout cas. Et toi, personnellement, quand tu achètes un produit alimentaire, qu'est-ce que tu regardes en premier? Est-ce que tu vas regarder la provenance, le prix, si c'est bio? Bah ouais, la provenance. Je dirais que je me pose plus sur la localité du produit. Si c'est fait en France, si c'est fait en Europe, mais c'est beaucoup plus en région parisienne, histoire de limiter un petit peu le dioxyde de carbone. Bah, je vais pas le cacher, c'est le prix. C'est vraiment ça qui compte, surtout face à la précarité étudiante. Alors je vais avoir tendance à regarder déjà si jamais ça vient de France. Parce que mine de rien, je peux trouver des produits qui sont français sans que ce soit tellement plus cher, surtout quand j'achète en vrac, même dans les grandes surfaces. Et après, ouais, je vais quand même être assez sensible à regarder si c'est bio, au moins les labels qu'il y a au niveau du cahier des charges, du coup, là-dessus, donc label rouge, tout ça. Est-ce que tu veux réagir? T'as eu pas mal de réactions au fur et à mesure de la vidéo. Oui, alors, sincèrement, je savais même pas le pourcentage d'agriculteurs, j'ai honte. Hein. Ouais, tu J'aurais te dit, doutais que c'était pas 40%. ouais, quelque chose comme 4-5%. Mais, oui, mais ça m'étonne pas en fait. Et je pense que dans les années à venir, il y en a énormément qui vont partir en retraite. Je sais pas comment ça va se passer. Est-ce que du coup, c'est des agriculteurs, d'autres agriculteurs qui vont reprendre et agrandir leur ferme? J'ai pas forcément envie que ça devienne C'est comme ce qui ça. est présagé, en tout cas, on présage de manquer d'1 million d'agriculteurs et d'agricultrices dans les années à venir. Ouais, c'est assez, moi, je trouve ça assez triste. Je trouve ça assez triste, quoi, en fait. Et sur la dernière question, parce que du coup, on a demandé aux gens ce qu'ils regardent quand ils achètent un produit. Oui. Et c'est vrai qu'on voit un peu cette opposition entre le respect de l'environnement et le prix. Est-ce que d'après toi, ça coûte forcément plus cher d'acheter bio ou en tout cas des produits un peu plus respectueux de la planète? Non, alors, pour moi, quand on parle de bio, on parle de produits, dans mon esprit, dans mon imaginaire, le bio, en fait, c'est on achète des produits bruts et on fait nous-mêmes. Et en fait, si on achète des produits bruts, ça coûte pas beaucoup plus cher. Et je pense que en fait, les industriels, même ceux qui vendent des produits bio, les industriels, quand on achète un paquet de gâteaux bio, c'est pas forcément que des bons ingrédients qu'il y a là-dedans. Alors oui, c'est bio, mais est-ce que nutritionnellement c'est intéressant? Je suis pas certaine. Au final, les industriels, eux, ils veulent vendre de l'eau, du sucre, du gras. Quand on fait soi-même, je pense que ça revient pas plus cher. Donc tu veux dire que par exemple, si je veux acheter 1 kilo de tomates, peut-être que celles qui sont en bio vont être plus chères. Mais si je veux manger que bio et que je fais tout moi-même, potentiellement, au final, ce sera moins cher. Oui. Et il faut acheter de saison aussi. Et ta viande à toi, est-ce que comparativement, elle est plus chère que de l'agneau pas bio? Non, moi je trouve pas. Donc je me suis fixée, mentalement, je m'étais fixé un prix à pas dépasser, donc je suis en dessous de ce prix-là. Et quand je vois les autres agriculteurs, ils sont dans le même ordre de prix, donc je suis pas... Voilà. Et puis tu as l'avantage d'être en vente directe, donc Oui. ça enlève aussi un intermédiaire, j'imagine que ça compte Oui, beaucoup. et les clients, ils me disent en fait, c'est pas cher. Ils trouvent que c'est pas cher, c'est local, c'est bio, c'est pas cher. Ils voient pas pourquoi aller acheter leur viande en supermarché. Quand on parle d'agneau, pour moi, l'agneau de supermarché, c'est surtout de l'agneau de Nouvelle-Zélande. Donc, il y a ça aussi qui rentre en compte, ouais, c'est ça. l'empreinte carbone. Ouais. Et justement, pour toi, j'ai l'impression que c'était un peu une évidence d'être en bio, de faire plein de recherches pour être dans quelque chose de beaucoup plus respectueux de l'environnement. Et tu nous parlais tout à l'heure de l'hiver qu'on a eu. Je voulais savoir, est-ce que toi, maintenant, dans ton travail au quotidien, est-ce que tu vois les effets du réchauffement climatique? Est-ce que ça t'inquiète ou pas, vu que tu es un peu dans l'action aussi? Est-ce que ça t'aide à calmer ton éco-anxiété?
Non, clairement, ça ça me calme pas. Non, non, mais c'est vrai que je suis très inquiète pour les années à venir parce que cet hiver, enfin mon beau-père, ça fait 40 ans qu'il travaille, il m'a dit, j'ai jamais vu ça en fait. Les champs, on est sur une zone plutôt sèche en général, et là les champs étaient gorgés d'eau, alors, pas comme dans le nord de la France, hein, enfin, rien de comparable, mais il a jamais vu ça en 40 ans de carrière. Donc je me dis, c'est quand même pas de chance, mais je pense que c'est des années qui vont se reproduire. Et à mon avis, on va tendre vers 2 saisons. On aura une saison sèche et une saison humide. Et je pense qu'il va falloir s'adapter. Mais alors, comment? Moi, je suis pas ingénieur agronome à l'INRA. Oui, parce que je pense qu'on se rend pas trop compte, quand on est de jeunes journalistes à Paris. C'est quoi la difficulté d'avoir plein d'eau dans les champs ou au contraire d'avoir des moments très secs? Alors, d'avoir plein d'eau dans les champs, ça veut dire on peut pas du tout rentrer en tracteur dedans. Sinon, on va vraiment abîmer la Faire des structure du sol. sillons, Ouais. Et cet hiver, j'ai pas pu semer ce que je voulais parce qu'en bio, en fait, on sème très tard par rapport au conventionnel pour éviter d'avoir des maladies qui se développent, des champignons, des choses comme ça, ou des insectes qui vont venir sur les plantes. Comme on met pas de produits, forcément, on évite donc on sème le plus tard possible. Et quand ça a été la période pour semer, il s'est mis à pleuvoir, donc c'était impossible de rentrer dans les champs, donc très compliqué de semer. Donc moi, en fait, au mois de décembre, j'avais pas semé la moitié de ce que je devais semer. C'était juste, mentalement, très très dur, quoi. Et Et là, au concrètement, ça printemps, t'empêche de travailler? oui, ça empêche de travailler. Donc est-ce qu'il faut qu'il fasse de la recherche sur des variétés plus résistantes, je sais pas, aux champignons, aux insectes, pour qu'on puisse les semer plus tôt quand il fait encore bon dans les champs, et que ça passe l'hiver, que ça résiste aussi à la pluie, parce que j'ai des endroits dans les champs, ça a été noyé, la culture ne poussera pas à cet endroit-là, quoi. Et c'est un truc, autant les agriculteurs bio que les agriculteurs Oui, conventionnels, vous êtes oui, tous confrontés à ces situations-là. oui, oui, oui. Et vous discutez un peu entre vous, Oui, il n'y a entre y a pas agriculteurs? de clivage, on se croise, on discute, on se tape pas dessus. Non, non, c'est... Oui, oui, on discute de ça. Malheureusement, ils discutent beaucoup de météo. Et Oui, mais là, c'est pas comme chez le coiffeur, là, c'est non, vital, quoi. oui, c'est ça, c'est... Oui. Puis on se retrouve tous à travailler en même temps dans les champs parce que... Mais même ce printemps, en fait, ça a été compliqué. On a très peu eu de fenêtres, en fait, pour aller travailler dans les champs. Et là, depuis jeudi, de jeudi jusqu'à hier, avant l'orage, j'étais dans les champs à fond, quoi, parce que c'était le moment où, même si dans le champ, finalement, la terre, elle n'est pas comme je voulais pour semer, il y a un moment, il faut quand même récolter quelque chose, donc il faut essayer de semer, quoi. Je fais une petite pause dans cette discussion pour faire un petit Ouais. insight et répondre à un commentaire qu'on avait reçu sur notre compte Instagram il y a quelque temps déjà, qui disait que l'agriculture française est la plus durable et la plus propre au monde. Alors on a cherché pour savoir si c'était vrai et on a trouvé une étude d'un think tank qui s'appelle The Economist Impact qui classait la France à la première place mondiale sur le rang de l'agriculture durable. Pour faire son classement, ce think tank qui se base sur 3 indicateurs: la qualité nutritionnelle des aliments, la gestion des stocks, ça veut dire est-ce qu'on a du gaspillage ou pas, et l'impact environnemental. Alors aujourd'hui, la France, elle est plus en première place, mais on trouve quand même plusieurs États européens dans leur top 10. Sauf que une autre étude publiée par l'OCDE cette fois souligne les décalages entre les ambitions politiques qui concernent la durabilité de l'agriculture en Europe et la réalité du terrain. Parce qu'en Europe, on constate une chute drastique de la biodiversité depuis 40 ans et des sols de plus en plus stériles. Alors pour les défenseurs du climat, ça ne pourra pas changer tant que la PAC, on n'en a pas encore parlé, la politique agricole commune, fonctionne sur le modèle de, en gros, la plus grosse surface reçoit le plus de subventions. Alors avec ce modèle-là, l'agroécologie, le maraîchage bio ne sont pas trop favorisés à l'avantage d'une agriculture plus conventionnelle. Gaëlle, est-ce que tu peux nous raconter ce que ça veut dire concrètement pour toi d'être agricultrice bio en termes d'aide et de subventions de la PAC? Oui, alors, première chose, c'est que... Moi, du coup, j'en suis qu'à ma 2e déclaration PAC pour les céréales.
C'est très compliqué, c'est très complexe. Sincèrement, moi je trouve ça. Moi je me fais aider pour. Alors bien sûr, je prépare le travail, voilà, je prépare le travail, mais après je me fais aider par quelqu'un du GAB, donc du groupement d'agriculteurs biologiques, qui vient contrôler parce que si on coche mal une case, on peut passer peut-être à côté d'aides. Et puis elle est au courant des aides qu'on peut avoir aussi, que moi je suis pas forcément au Donc courant c'est de un tout. métier à part, en C'est un fait, de métier. remplir les demandes d'aide Ouais. de la PAC. Ouais. Parce que Enfin, dans moi, ta je trouve journée que type, c'est- tu ne disais pas, mais j'imagine il y a une grosse part derrière ton bureau à faire de l'administratif en Oui, fait. oui, ça je l'ai pas dit, je le fais tard le soir ou ça c'est la dernière partie de la journée en général ou dans la nuit quand je dors plus. Mais qui n'est pas négligeable parce qu'elle te permet concrètement de pouvoir travailler, Ouais. d'avoir des financements et de te rémunérer peut-être Ah ben aussi. oui, clairement, sans PAC, ça tient pas en fait. En fait, la PAC, elle a été créée, mais c'était dans un contexte d'après-guerre. C'était pour nourrir le monde. Enfin, c'était leur optique, c'était nourrir le monde. Après, il y a eu, ils ont mis en place tous les quotas parce qu'il y avait trop de production. Et là, maintenant, je pense qu'on en est à la phase où faut penser changement climatique. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, moi, je trouve qu'on est un peu à la traîne parce qu'on n'est pas forcément favorisé. Par exemple, il y a plus d'aide au maintien en agriculture biologique. Il y a l'aide à la conversion, mais après, il y a plus rien. Alors moi, je suis pas encore à plaindre parce que en fait, je suis sur une aire de captage des eaux de Paris et donc on est pas mal subventionné quand même par les eaux de Paris parce qu'on est en bio. Mais sans ça, c'est un contrat de 7 ans. Au bout de 7 ans, je sais pas ce qui se passe. Et malheureusement, moi, je trouve ça dommage qu'un agriculteur ne puisse pas vivre, enfin, en tout cas, un céréalier ou même un éleveur ne puisse pas vivre sans aide, quoi. C'est pas logique. Mais oui, dépendre des aides, en fait, c'est franchement pas une solution pérenne parce que les aides, en plus, pour le bio, elles diminuent. Et même les aides pour les jeunes agriculteurs au niveau de la PAC, j'ai vu par rapport à l'année dernière, ça a diminué de 500 euros. Enfin, je trouve que c'est... Et c'est pas annoncé, ça. En fait, les aides, on sait pas. Quand on fait la déclaration PAC, c'est pareil. On sait pas ce qu'on va toucher. On sait à peu près. Mais l'année dernière, j'ai eu la surprise de toucher moins que prévu, quoi. Et justement, une des critiques qui était revenue dans la crise agricole qu'il y a eu dernièrement, de la part de beaucoup d'agriculteurs, principalement en conventionnel, donc en agriculture Oui. classique, quoi, pas en bio, c'était justement qu'il y a de plus en plus de normes environnementales. Je trouve que c'est assez paradoxal par rapport à ce que tu dis, où Oui. d'un côté, pour le bio, les aides baissent, et puis de l'autre côté, les agriculteurs qui ne sont pas en bio disent qu'on leur impose trop de normes. Tu trouves aussi qu'il y a trop de normes, enfin, tu comprends un peu leurs critiques? Alors oui, je comprends leurs critiques. Après, moi, je suis vraiment écolo convaincue, donc oui, oui, je comprends leur discours. Ça les embête, mais je pense qu'ils sont encore dans l'agriculture à papa, quoi. Je pense qu'il faut aller vers un autre modèle maintenant. On voit bien le changement climatique tous les jours. C'est déjà trop tard, mais faisons ce qui est possible de faire. Il faut repenser le système autrement. Et ceux avec qui tu parles, parce que tu dis on parle beaucoup de météo avec Oui, les oui. collègues, j'imagine qu'ils ont quand même cette inquiétude pour le réchauffement climatique. Tu arrives à expliquer du coup pourquoi ils sont en même temps un peu contre les normes ou... C'est un peu Je cette pense dichotomie. je pense qu'ils n'ont pas forcément envie de changer leur manière de travailler. Ils n'ont pas envie de s'adapter, en fait. Ils ont toujours travaillé comme ça. Parce que, ouais, c'est plutôt des agriculteurs qui sont plus proches de la retraite. Et je pense que ceux qui se lancent en agriculture se lancent en bio, en fait. La plupart, tous les agriculteurs bio qui sont autour de moi, c'est parce que les fermes sont reprises. Oui. Voilà. Un peu comme ton beau-père, en Ouais. fait, qui n'avait pas fait la conversion Ouais. vers le bio, et puis finalement, il s'est rendu compte que ça Ouais. lui plaisait beaucoup. Oui, c'est ça. Après, il y a l'histoire des financements. Je pense que ça rentre en considération dans le calcul. Est-ce qu'on perpétue les pratiques quitte à gagner autant d'argent, ou est-ce qu'on change et c'est peut-être plus précarisant? C'est ce que tu nous disais. Tu sais pas, ça se trouve l'année prochaine, tu gagneras encore moins d'argent en termes de subventions PAC. Oui, peut-être, je sais pas. Mais oui, mais c'est clair que... Mais eux aussi, le système est instable parce qu'en fait, les céréales, c'est un prix... c'est comme un cours de bourse, en fait. Ça C'est varie tous les complètement un jours. cours de bourse. Et jusqu'avant la crise du bio, on disait que le bio était stable. Donc moi, je trouvais ça hyper rassurant. Et en fait, avec la crise du bio, le bio se casse la figure
de façon vertigineuse. Alors après, ça commence à se stabiliser, donc on se dit, bon, bah, c'est bon, on est au plancher. Mais oui, on n'est pas à l'abri et que ça redescende quand même, quoi. C'était ma prochaine question, parce que moi, je pense que j'avais un peu Oui, c'est cette idée préconçue qu'on s'en sort mieux en bio, parce que, en tant que consommatrice, c'est plus cher quand on achète du bio. C'est plus forcément vrai, alors. Non. Et de toute façon, nous, quand on avait fait l'étude économique de la conversion de la ferme en bio, en fait, quand on convertit une ferme en bio, les rendements sont moins élevés. Oui. Donc ça veut dire qu'en gros, on va vendre moins de marchandises. Donc il faut, si on veut s'y retrouver un petit peu, parce qu'on passe plus dans les champs, enfin voilà, les charges sont globalement les mêmes, même si on met moins de produits et les produits coûtent très cher, hein. Donc on met pas de produits, mais on passe quand même régulièrement dans les champs. Donc au final, les charges diminuent pas tellement. Un petit peu, elles sont moins élevées, mais du coup, le prix de vente doit être un peu plus élevé pour compenser en fait cette perte de rendement. Comme en fait on pousse pas les plantes, on laisse la nature faire, quoi. Donc, Oui, donc sur la même surface, tu vas produire moins en bio. on produit 2 fois moins. C'est à peu près ça, hein, le ratio, hein. Eh ben justement, on parle de chiffres et on vous a sélectionné 3 chiffres sur lesquels on aimerait se pencher. Le premier, c'est le taux horaire. En 2022, un agriculteur européen travaillait un peu plus de 41 heures par semaine. Évidemment, c'est une moyenne et le nombre d'heures varie en fonction des saisons, de si on peut, de la météo aussi. Mais ça reste un domaine dans lequel on travaille plus longtemps que la moyenne du reste des actifs européens, qui s'établit plutôt à 35 heures. Le deuxième chiffre, c'est 3,2 kilos. C'est le poids moyen de pesticides qui était épandu par hectare en 2021. Alors là aussi, c'est une moyenne parce qu'il y a des écarts assez phénoménaux selon les pays européens. Par exemple, entre les Pays-Bas, champion de l'épandage de l'UE, avec 10,8 kg de pesticides par hectare, et la Roumanie, tout en bas du classement, avec 600 grammes par hectare. Et le troisième chiffre, c'est 28 786 euros précisément. C'est le revenu moyen d'un agriculteur européen sur une année. Là aussi, avec des disparités énormes selon les pays, ça va de moins de 10 000 euros pour la Croatie, à près de 100 000 pour le Danemark. Du coup, là, on est sur de l'exponentiel. Mais il y a un truc qui est quand même super intéressant à retenir, c'est que globalement, ce revenu, il a augmenté de 50% ces 10 dernières années. Toi, tu situerais ton revenu moyen autour du revenu moyen d'un agriculteur européen? Moi, il est en dessous. Ah ouais. Je travaille plus et oui, ma rémunération est en dessous, mais c'est parce que je démarre. Je sais que les premières années, voilà, j'ai des prêts à rembourser, donc forcément, ma rémunération, elle en pâtit. Donc forcément, là, pendant 5 ans, je vais serrer les dents et puis ça devrait aller mieux après. Mais oui, je suis surprise de la rémunération et de dire que ça a augmenté de 50% en combien de temps ? Ces 10 dernières années. Ces 10 dernières années, je suis surprise aussi. Mais après, le coût de la vie n'a pas augmenté non plus de 50%. Donc ça veut dire en moyenne, les agriculteurs vivent mieux. En Après, moyenne, mais je pense qu'il y en a qui Europe, se sont beaucoup enrichis, puis pas d'autres, quoi. Oui, je pense que c'est surtout ça. C'est toujours le problème des moyennes, quoi. C'est ça. Et pour l'avenir, toi, comment tu vois l'avenir de ta profession ? Pour toi ou peut-être les agriculteurs, agricultrices que tu as aussi autour de toi, quelle direction, vers où on se dirige ou vers où tu aimerais qu'on se dirige ? Vers quoi on se dirige, j'en sais rien du tout. Vers quoi j'aimerais qu'on se dirige, alors il faut pas que tout le monde fasse du bio, hein, parce que le marché du bio est déjà saturé, donc voilà, restons conventionnels, c'est bien. Mais oui, après, il faut que je pense, les agriculteurs qui vont reprendre des fermes, en fait, ils changent de modèle et qu'ils se rendent compte que l'agroécologie, en fait, oui, c'est planter des arbres dans les champs. Déjà, c'est joli dans le paysage, ça va amener de la biodiversité. Peut-être ça va amener des insectes ou des animaux auxiliaires des cultures, donc qui vont aider les cultures à se débarrasser de certains insectes ravageurs ou certains, voilà. Enfin, je pense que il faut voir les choses en plus grand. Je pense qu'il faut avoir une vue globale d'un écosystème, en fait, et pas seulement se focaliser sur son système de culture. En tout cas, peu importe la direction qu'on va prendre, il faut changer de modèle, ça c'est certain. Oh oui, je pense. On voit où ça nous a amené, en fait. Même si, encore une fois, la France, comme tu le disais tout à l'heure, on est loin d'être les pires, mais je pense qu'on est un pays assez développé pour montrer l'exemple aux autres. Le 9 juin prochain, il y a les élections européennes. Si demain, tu pouvais faire voter n'importe quelle mesure au niveau européen pour aider les agriculteurs,
ou un souhait peut-être que tu aurais pour la profession, ce serait quoi ? Ouais, je pense que c'est le prix d'achat dans les coopératives, pour moi, il est pas forcément représentatif du travail qui a été fait en amont, en fait. Sans que ce soit dégradant, parce que moi, je trouve c'est un peu dégradant de toucher des aides et de vivre de ces aides, en fait. Et je me dis, moi, je préférais qu'on paye plus cher ma production quand je la vends et toucher moins d'aides. Je trouve que le système, il serait peut-être plus pérenne, plus... À une autre époque, on choisissait de dépenser beaucoup plus d'argent dans son alimentation. Oui. En fait, je trouve qu'actuellement, les personnes, les clients, les gens, les consommateurs consomment... oui, voilà, nous, tout le monde. On consomme peut-être beaucoup de produits qui coûtent cher, mais pas d'alimentaire. Et en fait, je pense qu'il faudrait se recentrer sur des bons produits alimentaires qui coûtent peut-être un petit peu plus cher. Mais finalement, si on fait soi-même au fil des saisons en achetant de bons produits, je pense que ça ne revient pas beaucoup plus cher. Et en plus, cuisiner, c'est... Pour certains, c'est un plaisir. Oui. Oui, mais c'est vraiment un plaisir. Donc, c'est un plaisir de travailler avec des bons produits, je pense. Et je pense qu'il faut qu'on réapprenne à bien cuisiner. Et ça nous sortira de nos écrans. Et réapprendre à bien manger et à bien se fournir. Et ça fera vivre nos agriculteurs et agricultrices. Et la boucle serait bouclée. Oui. Merci beaucoup, Gaëlle, de nous avoir accordé un peu de ton temps, d'être partie de ta ferme pour être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Ce podcast Sans pesticides était présenté par Alice Rouja et Camille Sarrazin. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube d'Enter et sur la plateforme de podcast de RFI. Merci d'ailleurs à RFI et France 24 de nous laisser squatter ce studio. Et en attendant le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur YouTube, TikTok et Instagram.